bonjour à tous. Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce live Executive Studio. Le thème aujourd'hui, c'est être et rester positif malgré la crise. Dans ce contexte, en fait, si imprévisible, je me suis dit que nous avions besoin de rester positif malgré tout pour aller de l'avant ensemble. Et qui de mieux que Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur, conférencière et auteure de best-sellers 3 kiffs par jour et de Power Patate pour en parler. Être et rester positif, comment compter sur ce super pouvoir. Alors nous sommes aujourd'hui dans ce contexte de crise, plus que jamais tous des héros de notre vie. Comment reconnaître et déployer nos super pouvoirs et nos forces très personnelles avec sa super pêche, son éloquence, son sourire. Florence livrera aujourd'hui ses secrets de la psychologie positive, de ses fondements scientifiques et de sa stupéfiante efficacité pour que chacun puisse trouver ou retrouver une belle énergie positive malgré cette période d'incertitude. Alors nous allons échanger et partager pendant 1 heure ensemble sur ce format inédit. Donc n'hésitez donc pas à nous transmettre vos questions au fur et à mesure. Bonjour Florence, je suis ravie de recevoir sur ce live Executive Studio. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu? Bonjour Reslène. Écoute, ce matin, je vais très bien. Voilà, je suis très excitée d'avoir l'occasion de parler avec toi, de répondre à des questions, d'exercer mon métier tout simplement. Quel plaisir, quelle joie. Oui. Alors, quelques mots peut-être pour te présenter. Nous sommes nombreux à te connaître et à te suivre sur les réseaux sociaux. Je te présente donc très brièvement. Tu es formée à la psychologie humaniste. Tu exerces le métier de professeur de bonheur auprès des entreprises françaises et du grand public. Tu es également journaliste, conférencière et chroniqueuse. Tu diriges le groupe Essentia, organisme de formation pour appliquer les découvertes scientifiques à la psychologie et au bien-être. Tu as également fondé la 3 Kiff Academy pour apprendre la psychologie positive et à s'épanouir en suivant des cours en ligne. Tu es auteur de nombreux best-sellers, notamment 3 kiffs par jour, Power Patate, dans lequel tu nous apprends comment détecter ses super pouvoirs et les utiliser au quotidien. Auteur également de la Fabrique à kiff, que tu as d'ailleurs décliné en masterclass au théâtre récemment, une masterclass exceptionnelle sur le bonheur. Et le prochain, qui est imprimé et confiné jusqu'au 27 mai, il s'appelle Bloom, écrire pour s'épanouir et kiffer. Et il fait le lien entre la psychologie positive, l'écriture et l'efficacité. Alors, première question avant de démarrer, comment vis-tu toi-même le confinement? Où es-tu actuellement? Je suis confinée en Provence, donc c'est habituellement un lieu de vacances pour moi qui a donc complètement changé de physionomie puisque c'est un endroit où il y a maintenant je travaille, je cohabite avec les membres de ma famille. Donc je suis dans un confinement plutôt collectif. La question est plus comment s'isoler que l'inverse. Mais j'ai énormément de chance, la nature est formidable et c'est la première fois que je vois un printemps en entier se révéler. Très bien. Donc, tu es professeur de bonheur, Florence. Alors, comment apprendre à être heureux? Tu disais récemment, lors d'une interview, nous sommes responsables de 40% de notre capacité à être heureux. Comment activer ces 40% aujourd'hui dans cette période si imprévisible, dans cette période de crise et d'incertitude? C'est une question un peu courte pour une réponse longue. En Oui, fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 facteurs qui conditionnent notre bonheur. Il y a des facteurs génétiques, donc nous sommes chacun conçus différemment les uns des autres, avec un accès aux sensations qui est très différente d'un individu à l'autre. Donc, certains d'entre nous allons produire beaucoup plus de dopamine, de sérotonine et d'endorphine dans le cerveau. C'est vraiment une mécanique. D'autres personnes, certains d'entre nous vont en produire moins. Donc ça, c'est déjà une première différence entre les individus. Ensuite, bien sûr, interviennent les conditions extérieures. Donc, ce sont les conditions dans lesquelles nous sommes qui vont varier d'une personne, d'une heure à l'autre. Il va se passer des choses autour de nous qui vont nous affecter. Et tout ça, si on cumule les deux, représente 60% de la manière dont nous nous sentons. Donc, il reste 40% qui vont dépendre de nos comportements, de nos choix et de l'interprétation que nous faisons de ce qui est en train de nous arriver. Donc, en effet, c'est là-dessus que nous avons la main. C'est ça que nous pouvons piloter. très bien. Donc, tu es également experte en psychologie positive. Peux-tu nous en dire plus? Qu'est-ce que la psychologie positive en quelques mots?
Absolument, la psychologie positive, c'est la science du bonheur, c'est-à-dire que depuis l'an 2000, il y a des chercheurs dans des laboratoires universitaires en psychologie qui essayent de comprendre comment fonctionne l'être humain quand ça marche. C'est-à-dire quand nous sommes satisfaits de nos productions, quand nous nous sentons bien, quand nous sommes impliqués dans nos projets, quand nous sommes reliés aux gens qui nous entourent. Donc, en gros, quand les choses fonctionnent, quelles sont les mécaniques qui font que ça marche? Parce que pendant très longtemps, on s'est préoccupé en psychologie beaucoup plus de savoir comment nous réparer, qu'est-ce qui ne va pas. Et là, maintenant, il y a une batterie d'études, d'observations sur le, notre fonctionnement réussi. Et il faut savoir que la raison pour laquelle je suis assez excitée par la période que nous vivons, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets au moment de la dernière crise en 2008. J'étais moi-même dans une situation, mon emploi venait de me quitter, donc j'étais dans l'obligation de me réinventer. J'ai appris cette psychologie positive, j'en ai fait mon métier depuis, mais il faut savoir que cette psychologie positive, sa vocation est la prévention. Et que tout ce que nous avons pu pratiquer et ce à quoi nous avons pu nous entraîner, on va qualifier ça en temps de paix, c'est-à-dire que finalement, quand les choses allaient bien, nous a préparés à ce qui est en train de se produire maintenant. Et que la raison pour laquelle je suis excitée, c'est que, en effet, tout ce que j'ai pu enseigner et diffuser jusqu'à présent est maintenant en train de nous rendre service sur la façon dont nous pouvons gérer ce qui est en train de nous arriver, parce que c'est quand même assez costaud. Oui, effectivement. Effectivement, dans ce contexte aussi si imprévisible, effectivement, plus l'incertitude augmente et plus l'inquiétude grimpe. Donc, augmentation de la rumination, peur d'attraper le virus, trouble du sommeil. Tu as développé d'ailleurs récemment un kit de propositions, un kit anti-panique pour retrouver le calme. Pourrais-tu peut-être nous partager aujourd'hui? Alors, j'ai en effet partagé un kit anti-panique, mais c'était vraiment au début du confinement. Et je pense que vous allez voir, il a déjà évolué. C'est-à-dire que, évidemment, au moment du début de toutes ces informations, donc, ce qui nous est arrivé, c'est que nous avons soudain eu l'obligation d'obtempérer, c'est-à-dire d'accepter une contrainte d'obéir. Mais finalement, nous étions très soulagés parce que, ne sachant pas ce que nous pouvions faire à titre individuel, il est difficile, en dehors des gestes barrières, de lutter contre ce virus. Ça nous a tous rendu service qu'on nous dise « rentrez chez vous, restez-y et ça sera très bien ». Et à partir de là, ce qui a été compliqué, c'est l'afflux d'informations. Donc, dans ce kit anti-panique, il y a vraiment la nécessité, il y a eu la nécessité de filtrer les informations. Aujourd'hui, je crois que nous sommes déjà meilleurs à ça et que nous savons ce que nous avons envie d'entendre. Surtout, le deuxième point, c'est l'autorisation d'en parler. Nous soumis à des inquiétudes et de l'angoisse, la première chose que nous pouvons faire, c'est d'en parler autour de soi. La troisième, et ça c'est un peu ma spécialité, en tout cas le sujet qui m'intéresse vraiment en ce moment, c'est de se servir de l'écriture. Quand nous avons besoin de synthétiser, c'est comprendre ce qui nous arrive. L'écriture est un média qui permet de le faire parce que c'est le lien entre le cerveau et la main qui nous oblige déjà à avoir compris quelque chose que nous allons écrire. Et là, évidemment, plutôt que de s'emporter contre ces co-confinés, il vaut mieux aller engueuler une feuille de papier, par exemple, parce que ça permet quand même de rendre la vie un petit peu plus facile avec les gens qui nous entourent. Le point suivant que j'avais évoqué, c'est qu'il est tout à fait possible de consulter. Nous avons des enfants que nous devons guider, nous avons des entreprises qui sont en train de vraiment souffrir et pour tous les entrepreneurs, c'est une source d'inquiétude, de responsabilité, de panique. Et c'est quand même dans ces moments-là où, alors là, on ne parle plus du tout de psychologie positive et de prévention, mais on parle de soins. C'est-à-dire qu'il peut être tout à fait utile de se faire accompagner et de plus en plus de psy et de professionnels et de coachs sont en mesure de nous répondre à distance et en ligne. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à se faire aider si on en éprouve le besoin. Particulièrement si on est entrepreneur, notre entreprise a besoin que nous soyons en bon état. Voilà, le point suivant, c'est de se relier au présent. Parce que depuis le début de ce confinement, j'ai instauré sur les réseaux un journal de confinement
qui est une question quotidienne que je pose pour permettre à chacun de se la poser. Et assez souvent, avec le prisme que je choisis, qui est celui de ce qui va bien, parce que c'est ça qui nous relie aux forces que nous avons. Donc, cette notion de super pouvoir, en fait, ce sont des forces. Quand on demande aux gens, qu'aimez-vous de ce confinement, la liste est infinie. Car nous sommes dans une situation que nous n'aurions jamais pu imposer, qui est de ne pas aller physiquement travailler, d'être reclus avec des gens qui nous sont proches ou d'être reclus seuls, qui nous donne aussi un très très grand choix d'activités possibles. Et donc, vous allez voir qu'il y a des choses que nous allons regretter lorsque la vie va reprendre ou lorsqu'on va en stop and go se déconfiner. Voilà. Et puis, le dernier, qui est non pas ma spécialité, mais ce qui, dans tous mes apprentissages autour de la psychologie positive, s'est avéré comme étant la pratique la plus puissante, c'est celle de la gratitude. Et de se dire, dans le moment présent, dans la journée, dans les situations dans lesquelles nous sommes, envers quoi et pourquoi suis-je reconnaissante ou reconnaissant ? Et j'appelle ça des kiffs. Quand on compte ses kiffs, c'est-à-dire quand on se dit le soir, quelles sont les 3 choses aujourd'hui pour lesquelles j'ai envie de dire merci. Non seulement c'est une émotion incroyable qui va nous permettre de gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui renforce le système immunitaire, et Dieu sait qu'il a besoin d'être renforcé, notre système immunitaire, mais surtout qui améliore prodigieusement la perception du quotidien et du plus banal. C'est vrai, effectivement. Merci beaucoup pour effectivement tous ces petits conseils pour retrouver calme et sérénité. Alors, dans ton livre Power Pata, tu révèles aussi la notion de super pouvoir. Qu'est-ce qu'un super pouvoir? Comment le détecter? Comment l'activer et le cultiver, notamment dans ce contexte actuel? Lorsque la psychologie positive est arrivée, je crois que l'idée qui est simple mais révolutionnaire est de se dire que, certes, nous avons tous des défauts et nos défauts, nous les connaissons très bien. Si on pose la question aux gens de savoir quels sont vos défauts, la liste apparaît immédiatement. On peut corriger ces défauts, mais cela consomme non seulement de l'énergie, beaucoup d'énergie, pour essayer de ne pas être comme nous sommes, mais en plus de ça, ça n'est pas durable. C'est-à-dire que dès qu'on relâche la pression, hop, on a l'impression, enfin, on va reglisser dans ce que l'on considère être nos travers. Et ce que les chercheurs ont mis en évidence, c'est que ce qui va nous aider à nous sortir des situations les plus difficiles, ce qui va nous aider à éprouver les plus grandes satisfactions, notamment professionnelles, c'est au contraire de se servir de ses qualités. Les qualités, ce sont des choses intrinsèques qui sont à l'intérieur de nous, que nous n'avons pas choisies, qui ne dépendent ni de notre formation, ni du bocal dans lequel nous avons grandi ou évolué, mais qui sont simplement comme si, imaginez que dans notre berceau, des fées s'étaient penchées sur nous avec une baguette et nous avaient octroyé un certain nombre de facilités. Et nous n'avons pas tous les mêmes. Et lorsque nous nous servons de ces facilités et de ces appétences en priorité, nous sommes plus efficaces, plus équilibrés, beaucoup plus centrés et nous éprouvons nos plus grandes satisfactions. Ça, c'est ce qu'est un super pouvoir. Donc, en fait, c'est une qualité extrêmement banale, mais c'est la vôtre. Et c'est vrai que quand on en connaît la liste, c'est un peu plus intéressant pour pouvoir s'en servir. Très bien, merci Florence. Alors j'aime beaucoup aussi dans ton livre l'idée de développer son intuition et de redémarrer son intérieur, de redémarrer son disque dur. Ce confinement n'est-il pas le meilleur moment pour redémarrer son intérieur et faire le point avec nous-mêmes pour finalement se renforcer aussi? Vous savez, tu sais, ce confinement est extrêmement particulier parce que nous avons là aussi, il y a un fantasme qui est en train de courir dans nos cerveaux, justement parce que la période est si singulière, de se dire mais c'est le moment ou jamais de
réinventer le monde, réinventer les modèles, de me réinventer, etc. Mais si on regarde bien, chacune et chacun fait ce qu'il peut. Et nous sommes en train de continuer à vivre nos vies avec 20% de nos moyens. Et ça consomme déjà une énergie considérable que nous avons mis dans les 5 dernières semaines à nous adapter aux changements incroyables de notre existence. Et il ne faut pas croire que sous prétexte que nous avons moins à faire, d'ailleurs ça n'est pas le cas pour tout le monde, parce que nous avons moins à faire, il est de notre devoir de nous réinventer et de tout reprendre à zéro. Pour beaucoup d'entre nous, ça n'est pas possible parce que c'est comme si l'énergie de notre corps était déjà très occupée à gérer cette adaptation. Et en 5 semaines, nous avons tous fait des progrès considérables et nous avons tous acquis justement des forces considérables sur comment vivre une vie qui est finalement beaucoup plus sobre, beaucoup moins de choix à faire, beaucoup moins de décisions à prendre, beaucoup moins de possibilités sont à notre portée. Donc en fait, nous avons déjà changé. Le changement est déjà là. Maintenant, je constate aussi qu'il y a toute une partie de gens qui ont vraiment besoin, dans ce moment, de mener des réflexions profondes, de se réunir pour essayer d'inventer ce monde qui vient demain. Mais mon propos est de dire, il n'y a aucune injonction à essayer de réinventer le monde parce que nous sommes déjà en train de le faire. Sans avoir de grande théorie, on n'a pas besoin chacun de ressortir avec une grande théorie, mais si on en éprouve le besoin, elle est en train de se faire et nous sommes déjà en train d'ajuster ces modifications qui vont nous permettre, nous l'espérons, de vivre, en tout cas de revivre comme nous aimons être en sortant de là. Oui, effectivement. J'aimerais parler aussi, en fait, j'aimerais partager avec vous la notion de kiff. Tu as écrit récemment 3 kiffs par jour qui nous donnent des clés pour notamment développer un optimisme réaliste, exprimer sa gratitude, savourer sa vie. Alors, qu'est-ce qu'un kiff? Quels sont tes 3 kiffs par jour aujourd'hui? Et quel kiff peut-on cultiver le plus aujourd'hui dans cette période voilà, Alors, peut-être je définis ce qu'est un kiff parce qu'il ne faut pas confondre kiff et plaisir. Un kiff, donc, c'est une traduction que je me suis permise d'adopter parce que je voulais expliquer le concept de la gratitude à mes enfants. Quand j'ai découvert les études qui sont faites autour de cette incroyable émotion, parce que c'est une émotion, la gratitude, c'est quelque chose que nous ressentons. En général, ça commence par un plaisir, mais un plaisir, c'est très fugace. C'est-à-dire qu'en général, ça commence avec une stimulation et ça disparaît dès que la stimulation prend fin. Si nous avons envie de capitaliser sur ces plaisirs qu'il nous est donné de vivre, il faut faire quelque chose de plus. Et il faut s'arrêter un instant et se dire ou dire, pour ça, merci. Et à ce moment-là, nous rentrons dans une autre catégorie, c'est que nous passons dans la gratitude, qui est le fait de reconnaître la quantité de choses absolument prodigieuses qui proviennent de l'extérieur. Donc, ça n'est pas de l'autosatisfaction, de se dire « je suis génial », c'est de se dire « mais quand même, dans tout ce que je suis en train de vivre là, quelles sont les choses absolument incroyables? Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être quelque chose, une gentillesse que quelqu'un nous fait, ça peut être un rayon de soleil qui tout à coup apparaît alors qu'il pleuvait, ça peut être de tout à coup réaliser que finalement, au milieu de tout ce confinement, il y a des choses que nous ne revivrons jamais et pour lesquelles on a envie de dire merci. Je prends un exemple, beaucoup de familles sont réunies. Beaucoup de familles sont réunies avec des enfants adultes qui normalement ne vivent pas avec leurs parents, ne vivent plus avec leurs parents. Et pourtant, il y a là une très grande satisfaction à être ensemble. Donc, on s'arrête et on se dit merci. Et on s'est donc aperçu que cette éprouvée de la gratitude, en dehors de la qualité indéniable que cela va ajouter à la même journée que celle que nous venons de passer, juste en repérant ceci, cette gratitude va avoir un impact physiologique sur notre organisme. Et c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Elle va renforcer notre système immunitaire. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on sait
ressentir et exprimer de la gratitude qui, dans un univers professionnel, s'appelle tout simplement de la reconnaissance. C'est-à-dire de remercier les gens pour le travail qu'ils ont fait et en quoi leur travail nous permet de mieux fonctionner, va nous permettre de gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. C'est très rare une émotion qui a un impact physiologique. Il n'y en a que 2. Il y a la gratitude et il y a la sensation d'amour. Ce sont les 2 seuls qui vont impacter notre physiologie. Très bien. Merci Florence. Alors j'ai d'autres questions qui ont été envoyées en amont par les participants. Je commence par celle de Sophie, que je salue d'ailleurs. Sophie qui nous dit, donc on a tous des hauts et des bas. Quand on a plus de bas que de hauts, avez-vous des conseils pratiques pour être positif? Bien sûr, nous avons des hauts et des bas, et si nous n'avions que des hauts, la vie serait totalement inintéressante. Il faut bien comprendre que quand on parle justement de bonheur et de cette science du bonheur, une des choses formidables, c'est un peu comme la météo, c'est le contraste entre nos émotions. Donc, c'est en effet le contraste entre les moments où ça ne va pas et les moments où ça va. Et nous avons la même capacité à éprouver des choses formidables et à éprouver des choses épouvantables. Ça s'appelle la sensibilité. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tant que nous sommes dans cette courbe, eh bien, nous sommes vivants. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, si on a besoin, parce que si on en a marre d'être en bas, et si en effet il y a des instants où on ne sait plus très bien comment s'en sortir, vous allez penser que je me répète, mais cette pratique de la gratitude et donc des kiffs, de lister ces 3 choses, est une remise en mouvement immédiate et instantanée vers le positif. Et c'est quelque chose qu'on peut pratiquer tout seul. Il y a plusieurs façons de le pratiquer. Soit on se le dit dans sa tête, ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est de l'écrire. Parce que je reviens vraiment à cette notion d'écriture dans ces moments-là. Il y a un ancrage de ces émotions qui sont évidemment très fortes. 3e niveau, le partager. Avec, si on a la chance d'être confiné avec des gens, de dire, bon ben voilà, ça s'appelle un tour de kiff en fait. On va demander à chacun quelles sont aujourd'hui les 3 choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude, chacun, parce que c'est transitif. Quand je vous entends mentionner quelque chose, instantanément, je me dis, ah, parce que peut-être vous allez vous dire, finalement, j'ai reçu un texto d'une copine ou un WhatsApp, c'était sympa. Et je vais me dire, mais moi aussi, j'ai reçu un WhatsApp d'une copine. Je n'y avais pas pensé, mais c'est quelque chose de formidable. Et alors, le stade absolument ultime, ça c'est la ceinture orange, si nous étions au judo, c'est d'écrire des lettres de gratitude et de profiter du moment, si jamais vous avez du temps en ce moment, pour visiter ou revisiter les relations dans votre vie professionnelle ou personnelle, et de vous dire, en pensant à quelqu'un, si je n'avais pas connu cette personne, qu'est-ce qui ne me serait pas arrivé? Et vous allez remercier cet individu en lui écrivant, en lui disant, voilà, je voulais en profiter pour te remercier parce que sans toi ou sans toi dans ma vie, voici tout ce que je n'aurais pas vécu. Et la ceinture noire de la gratitude et peut-être du confinement, c'est la visite de gratitude. Et ça consiste à avoir écrit cette lettre à titre, parce que je pense que l'improvisation est un petit peu difficile, c'est assez émouvant quand même comme moment, et d'aller voir quelqu'un, ou alors de l'appeler tout simplement si vous pouvez, ou de l'appeler en FaceTime et de lui dire, voilà, j'ai quelque chose à te dire, je voudrais te remercier parce que dans ma vie, voici ce que tu m'as apporté. Et quand on fait ces exercices-là, n'importe lequel de ces exercices-là, le niveau satisfaction globale de notre vie augmente immédiatement. Donc, c'est vrai que ça peut être un moyen de se sortir de ce funk dans lequel nous sommes plutôt absorbés, ou nous risquons d'être absorbés en ce moment, en se disant, j'en profite, j'essaye, ça ne coûte rien à faire et en fait, le bénéfice est insoupçonné. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci. On avait d'autres questions. Comment éviter ce sentiment que toutes les journées se ressemblent?
Ça, c'est la première question. Et quand on sent qu'on râle ou qu'on va être négatif, quelles astuces pouvons-nous utiliser pour switcher d'attitude? Globalement, c'est aussi un peu les kiffs, hein, Alors, soit sélectif, soit c'est faire 3 fois vous savez, on dit souvent qu'il faut tourner sa langue 3 fois dans sa bouche, mais on peut tourner 3 fois sur soi-même. Il y a des choses physiques qui peuvent nous permettre de changer d'état d'esprit. Pour que les journées ne se ressemblent pas, il faut choisir des objectifs. Alors, un objectif, peut-être quelque chose que nous allons créer, parce que la création, et je mets absolument tout dans la création. La création, c'est ce qui part peut-être d'un objet ou d'une idée et qui devient autre chose. Ce n'est pas du tout être artiste. La cuisine est un acte créatif. Écrire quelque chose est un acte créatif. Ranger son placard est un acte créatif. C'est-à-dire que dès lors que nous allons transformer quelque chose, ça nous donne de la puissance. Et ce qui complique la sensation et ce qui diminue la sensation de bien-être, et en ce moment nous en sommes tous un peu victimes, c'est l'impuissance. C'est de ne rien pouvoir faire. Donc, il faut choisir un objectif qui nous redonne du contrôle sur quelque chose, mais sur n'importe quoi. Ça peut être quelque chose à lire, on se fixe avant la fin de la journée d'avoir lu quelque chose, on se fixe avant la journée d'avoir fait un certain nombre de gestes, d'exercices physiques. Ça, beaucoup de gens, en se reliant à leur corps, vont trouver un rythme qui est différent. Et on se fait un petit programme pour la semaine en se disant, avant demain soir, je veux avoir fait ça. Et surtout, ce programme, on le relit le soir en allant se coucher, en se disant, ok, je me remets dans cet état d'esprit qui est demain, quel est mon objectif? Mais le ménage en fait partie. Hein. Le ménage, le repassage, enfin des choses, parce que ça, c'est très concret. C'est un contrôle que nous reprenons. On en profite. En général, on déteste faire ça. Mais là, tout à coup, ça prend une certaine valeur. Parce qu'il y a un résultat. Très bien. Alors oui, donc effectivement, une autre question, je dirais plus business. Je pense notamment à de nombreux entrepreneurs qui ont perdu 100% de leur chiffre d'affaires et qui ont un horizon très incertain. Comment éviter de tomber dans un pessimisme actif? Comment éviter une situation de rumination qui peut être au final assez toxique aussi pour envisager après? C'est une question très délicate. Il est difficile de se mettre dans les chaussures de chacun et de chacune. Je suis entrepreneur, je suis dans. Alors, je vous dis ça non pas pour amener les choses pour amener les choses à moi, mais juste pour vous partager la façon dont je m'y prends peut-être. Tous mes métiers obligent je donne des conférences, je dirige un institut de formation. Donc, tous les métiers que nous exerçons obligent à ce qu'il y ait beaucoup de gens réunis dans une pièce, très près les uns des autres. Donc, notre business est à zéro, tout simplement. Et je n'ai aucune idée de ce qui va se passer après. La seule chose que je puisse faire en ce moment, c'est me concentrer sur le présent. Alors, je peux évidemment imaginer des solutions, des hypothèses d'avenir, et ça me fait du bien d'imaginer des hypothèses d'avenir parce que ça me redonne un peu justement de contrôle sur cette impuissance totale. Si il est difficile d'imaginer ça, il y a alors la phrase que je préfère et que j'ai découvert justement lors de mes études de psychologie positive, qui est vraiment un dicton absolument d'une simplicité, d'une banalité totale. Je l'ai appris en anglais, j'aime bien me le répéter en anglais, mais vous allez voir qu'en français, ça marche aussi. C'est « This too shall pass ». C'est-à-dire que même ça va passer. Et si on se dit que les choses vont s'arranger, par essence, les êtres humains sont des caméléons. Nous l'avons déjà prouvé. Nous sommes encore là parce que des générations qui nous ont précédés dans des conflits, dans des maladies, dans des pandémies, se sont adaptés et ont continué à fonctionner. En fait, c'est notre tour. C'est-à-dire que maintenant,
c'est à nous de nous rendre compte. Nous étions hyper tranquilles, hein. Jusqu'à là quand même, ça fait maintenant une bonne 50, 60 ans que nous étions très très tranquilles, en tout cas en France. Eh bien, nous allons à notre tour faire preuve de cette incroyable adaptation que nous venons déjà de démontrer dans les 4 semaines qui viennent de s'écouler. Et ça n'est que le début et ça va continuer. Donc, il faut avoir confiance. Confiance dans sa capacité à s'adapter. Vous savez ce que vous pouvez faire pour reprendre confiance? Vous pouvez lister tout ce à quoi vous avez déjà survécu sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel, sur le plan économique, sur le plan familial. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà certaines de ces qualités que vous avez qui vous ont servi à vous remettre en marche. Donc, l'optimisme, c'est juste être capable de se dire que d'abord les choses vont changer encore, elles n'ont pas fini de changer et donc il y a un moment où elles vont changer dans le bon sens. Et en attendant, on revisite ce qu'on a déjà été capable de faire parce que votre vraie mine, votre richesse, elle est dans vos expériences passées. Très bien, merci Florent. Une autre question, dans mon écosystème professionnel, j'observe des situations où des dirigeants exercent une pression que je juge inacceptable sur leurs collaborateurs, notamment des jeunes cadres. Que leur conseillez-vous comme attitude positive? Aux jeunes cadres, Alors, ou moi je dis oui, je pense aux jeunes cadres, oui. d'accord. Comment réagir à quelqu'un qui nous met la pression, une pression inacceptable? Alors, je crois que c'est le moment d'ouvrir une conversation plus émotionnelle. Ne tombez pas de votre chaise quand je dis ça. Il y a maintenant des chercheurs qui travaillent justement sur la puissance des émotions, sur leur impact et sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui est d'être capable de détecter chez nos interlocuteurs les émotions qui les animent. Et en fait, c'est une force de leadership absolument incroyable que d'être capable de faire ça parce que ça permet d'adresser ces considérations-là. On peut tout à fait imaginer, parce qu'on est sous pression, j'imagine que ce sont des gens qui sont en télétravail, et en effet, ça a complètement changé la relation que le leadership va avoir avec ses équipes. On peut tout à fait par écrit, parce qu'on a 2 canaux. On va se parler en visioconférence, comme nous le faisons là, mais on peut aussi s'écrire. Et peut-être de simplement dire que la pression qui est exercée, finalement, empêche de travailler plutôt qu'elle ne permet de progresser. Tout le monde, je pense qu'il n'y a pas un seul collaborateur qui ne se dit pas que la situation est sérieuse. Donc, c'est presque incroyable que ces leaders qui mettent tant de pression ne se disent pas dans leur tête que tout le monde a la même expérience. Et nous ne sommes plus seuls en tant que chef d'entreprise à porter la pression parce que clairement nos collaborateurs s'en rendent compte aussi. On peut le signaler en disant, tiens, au fait, vous savez, alors je comprends bien ce que vous attendez de moi, mais sachez que la difficulté, je la ressens autant que vous. Et je veux presque vous dire que je partage la vôtre. Et peut-être d'offrir un peu d'empathie nous aidera à en faire circuler de façon un peu plus bilatérale. On peut toujours essayer. Effectivement, oui. Alors, une autre question concernant, oui, de Peggy. Quelle astuce donneriez-vous pour que le déploiement de vos équipes soit contagieux? Aider les pessimistes, en somme, par avant. Voilà. Je comprends la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres? Est-ce qu'on peut changer quelqu'un? Alors, la réponse est dans la question de Peggy, puisque on ne peut changer personne. Mais le kiff, en tout cas l'expression de la gratitude, est extrêmement contagieuse. C'est précisément son rôle. On peut l'inclure dans des pratiques, c'est-à-dire dans une réunion, dans un Zoom matinal, si c'est quelque chose que vous partagez en ce moment avec vos équipes, par exemple, mais même quand nous retrouvons la vie réelle, c'est comme ça que nous travaillons. Eh bien, on commence toujours la réunion par une information positive sur le projet.
Et soit on peut faire ça, soit on peut demander tout simplement aux gens quelle est leur météo intérieure en n'ayant pas peur. La raison pour laquelle ce sont des questions qu'on ne pose pas, c'est qu'on a peur des réponses, très souvent. Et on a peur que quelqu'un dise « Eh bien, moi, ça ne va pas ». Parce qu'on n'a pas envie de prendre le temps de rentrer dans ça ne va pas. Mais juste de l'avoir dit, je dois vous dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas ça ne va pas très bien. Eh bien, on peut remercier la personne, on l'a entendu. À ce moment-là, évidemment, on a un élan de soutien envers elle et on continue le tour d'écran, si je puis dire. Et en général, il y a quelque chose, quand on commence par une bonne nouvelle professionnelle dans une réunion, quel que soit le sujet, il se passe dans notre cerveau à tous quelque chose qui s'appelle un phénomène d'élargissement. Le phénomène d'élargissement, c'est comme une irrigation différente du cerveau qui fait que nous allons être plus attentifs, plus coopératifs, que notre mémoire va mieux fonctionner et que nous serons beaucoup plus altruistes. Donc, comment créer la contagion des kiffs? C'est un peu en l'imposant, en tout cas en imposant ce regard-là dans les préliminaires professionnels, quels qu'ils soient. On le sait bien, quand on appelle un client et que la conversation commence bien, on a de meilleurs résultats. Donc, on peut essayer de généraliser ça. Très bien. Bon, alors, avez-vous réfléchi à un kit de déconfinement? C'est ma peur à ce jour de devoir abandonner tout ce temps disponible. De nous voir abandonner tout ce temps De dispo, devoir abandonner effectivement tout ce temps disponible. Voilà, c'est une crainte qu'Amandine a exprimée. c'est une crainte tout à fait légitime. Et alors là, j'aimerais revenir quelques semaines en arrière à la crainte que nous avons eue d'être confinés. Vous vous souvenez, on s'est dit « Ouh là là, c'est la fin des haricots, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et nous avons été très inquiets. Et regardez, c'est ça que j'essaie vraiment d'exprimer, cette adaptabilité complètement incroyable dont nous disposons. C'est qu'au bout de 4 semaines, on se dit « Panique, nous allons être déconfinés, comment je vais faire pour vivre sans ce que j'ai en ce moment ?» Donc, la réponse est simple, nous allons nous réhabituer. Nous allons nous reglisser dans une vie qu'il est impossible de définir à l'instant, mais comme il était impossible de définir ce qu'allait être ce confinement à titre personnel pour chacun. Donc en fait, Amandine, ça va aller. Et ça va aller. Et tout ce que vous avez inventé dans cette nouvelle vie, qu'en fait vous aimez, eh bien vous allez faire la même chose dans la prochaine étape. Et la même chose dans l'étape qui suivra, etc. Parce qu'il va encore y en avoir plein. Effectivement, s'adapter. Une autre question d'Aristide. Quels sont les noyaux, pensées ou actions qui bloquent notre créativité? La peur, la peur de ne pas être légitime, la peur tout court d'ailleurs, c'est-à-dire que la peur inhibe énormément d'autres facultés. Donc la peur de ne pas être légitime, la peur de ne pas savoir faire, la peur d'être ridicule, la peur de se dévoiler, parce que quand on va faire quelque chose de créatif, eh bien, on va montrer une partie de soi. La peur de l'imperfection, c'est-à-dire de se dire, mais peut-être si je fais quelque chose que je n'ai jamais fait, ça ne sera pas comme je voudrais que ce soit. Et là, franchement, je dirais dans l'alcôve de notre confinement, c'est quand même le moment de faire des choses créatives parce que pas grand monde ne les voit et que si jamais on les rate, eh bien, ça n'a aucune importance. Et je voudrais quand même souligner une des choses les plus satisfaisantes de notre existence, c'est de parvenir à maîtriser quelque chose que nous ne savions pas faire. Et dans la créativité, c'est un chemin indispensable. C'est-à-dire que nous allons toujours commencer par quelque chose que nous faisons pour la première fois. Alors parfois on a du bol et ça s'est bien passé, mais souvent c'était pas tout à fait au point. Et les heures de vol, parce que nous allons continuer à essayer, font partie des choses qui sont incroyablement satisfaisantes et encourageantes. Donc il faut presque se dire tout l'inconfort que j'éprouve au moment où je pense créativité parce que je vais me mettre dans quelque chose de nouveau va se transformer en nos plus grandes satisfactions. Ça vaut complètement le coup de sauter dans l'eau froide parce qu'elle va se réchauffer.
Une question maintenant de Fouzia. Avez-vous des conseils afin d'accompagner les enfants dans le suivi des cours avec sérieux et sérénité? J'éprouve certaines difficultés à les motiver quant à reprendre le chemin virtuel de l'école. Oui, alors là, je vais renvoyer la balle parce que ça n'est pas ma spécialité, mais je peux vous orienter vers le travail d'une psychologue du travail qui s'appelle Isabelle Payot. Regardez ce qu'elle fait parce qu'elle a, donc Isabelle est complètement spécialisée dans l'apprentissage des enfants. Elle souligne un point très important qui est que le parent professeur à la maison, en fait, n'est pas professeur. Il doit être le motivateur, c'est-à-dire que c'est au professeur et au programme d'éducation d'éduquer les enfants, mais le rôle du parent, soit si on essaie de se substituer au rôle du prof, c'est très difficile parce qu'on n'est pas prof et parce qu'on attend des choses de nos enfants qui nous déçoivent, qui nous mettent dans des états absolument pas possibles. Il n'y a rien de plus difficile que de faire les devoirs aux enfants. Donc là, en plus, on est obligé de leur faire la classe. Donc, ce que suggère Isabelle, c'est d'être au contraire le parent qui va donner confiance à l'enfant, qui va le rassurer, qui va lui apprendre à s'organiser, mais qui en aucun cas ne va couvrir le programme scolaire. Donc, regardez ce qu'Isabelle propose. Elle a en ce moment justement des interventions à la fois à la radio, à la fois sur ce sujet, parce que tous les parents de France qui ont des élèves à la maison sont concernés. Et ça vous donnera une posture d'accompagnant plutôt que de professeur. Très bien. Donc, c'est Je pense que c'est la Isabelle bonne piste. Payot. Payot. D'accord. Isabelle Payot. Très bien. Merci. Alors, moi, j'ai une question aussi sur les techniques de relaxation, de respiration. Est-ce que tu pratiques toi-même la méditation, le yoga, toutes ces techniques qui te permettent finalement le lâcher-prise pour voilà, prendre un petit peu de distance et limiter un petit peu ses craintes et ses peurs? Je pratique la méditation. La méditation, donc au-delà de l'aspect comme ça, un petit peu invisible de ce qu'elle produit, il faut savoir que lorsqu'on s'astreint à une pratique méditative, le résultat physiologique est une augmentation du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est une partie qui est ici dans notre cerveau et qui est responsable de notre capacité à éprouver des satisfactions. Ça veut dire que quand on médite, c'est pas juste cet exercice de concentration absolue, parce que c'est assez difficile la méditation, et à ce propos, ça s'apprend. C'est exactement comme une langue étrangère. C'est-à-dire que je n'ai jamais croisé personne qui, en s'asseyant ailleurs, ait été traversé par l'espagnol. Ça ne se produit pas. Donc, la méditation, c'est tout à fait la même chose et on regorge en ce moment d'applis qui sont extrêmement bien faites et qui vont nous accompagner. Et pourquoi a-t-on envie de méditer? C'est parce que, en le faisant, nous sommes en train, toujours dans cette prévention, ou là en ce moment pour gérer nos difficultés, eh bien nous sommes en train de malaxer notre cerveau pour en changer la physiologie, pour qu'il soit mieux et plus capable de réagir à tout ce qui est en train de se passer. Donc oui, je pratique la méditation, je fais ça le matin en me réveillant. Et tu parles de relaxation. Là, j'ai un autre outil à vous proposer qui s'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque était très chère à mon cousin David Servan-Schreiber, qui était psychiatre et qui l'utilisait beaucoup avec ses patients, qui est d'une simplicité enfantine. C'est une respiration. Sur mon site internet, vous pourrez trouver un guide, c'est-à-dire que c'est vraiment une vidéo que vous lancez, vous allez suivre une forme qui suit un rythme très particulier, qui est de 5 secondes d'inspiration pour 5 secondes d'expiration. Et ce que fait cette respiration, qui est vraiment très précise, ce n'est pas une respiration de yogi ou ce n'est pas une respiration profonde, c'est un rythme très précis, va neutraliser notre système nerveux. C'est-à-dire que ce qui nous inquiète ou ce qui nous ralentit va se remettre à zéro et ça nous permet de repartir complètement serein. Donc, ça s'utilise en ce moment quand on a peut-être un peu d'inquiétude, ça s'utilise avant d'aller dormir, ça s'utilise avant un entretien difficile, ça s'utilise avant un coup de fil compliqué qu'on a à passer, avant un examen, etc. C'est presque magique tellement c'est simple.
Oui, où est-ce qu'on peut retrouver cette technique? Peut-être qu'il y a des Al- applications qui peuvent aider, Alors, il y a des applications, mais vraiment, si vous allez sur mon site internet florenceservan-schreiber.com et que vous tapez cohérence cardiaque, c'est le nom de cette pratique, vous allez immédiatement tomber sur cette rosace et utilisez-la autant que vous voulez, chargez-la dans vos smartphones, emportez-la avec vous et vous allez apprendre à compter parce que même avec une montre, on peut parvenir à le faire. Très bien, merci Florence. Une autre question concernant le confinement. Alors, donc j'ai une personne qui me dit: «Le confinement augmente mes questionnements sur ma vie professionnelle. J'étais déjà sous pression, un peu déprimée, charge de travail, urgence, des intérêts progressifs, cela a désormais amplifié. Plus globalement, je suis en quête de sens sur ma vie professionnelle. Je pratique les 3 kiffs, mais j'ai l'impression d'être en manque d'objectifs de vie. Avez-vous des outils pour m'aider à avancer?» Euh, dans toute, je vais arriver à le dire, reconstruction, il y a d'abord une démolition. Et j'aimerais avoir un raccourci à vous fournir entre maintenant, qui est le moment où vous comprenez, vous savez, vous sentez que ce que vous faites n'a pas suffisamment de sens pour vous porter, et ce vers quoi vous allez aller. Entre les deux, il y a un tunnel. Et on ne peut malheureusement pas faire l'économie de ce tunnel, qui est donc d'abord réaliser que en fait ça ne nous convient plus. Ça c'est la première étape absolument essentielle pour pouvoir se transformer. Et ensuite vous allez arriver à un point, donc vous n'y êtes peut-être pas encore, et le confinement est en train d'accélérer le processus, visiblement comme s'il y avait une loupe qui se posait là-dessus. C'est tout à fait normal. C'est vraiment ce moment où on touche le fond et on se dit non, en fait, ça ne va plus. Et là, on est prêt à lâcher cette vie ou cette profession ou ce métier que nous exerçons. Et seulement là, nous récupérons la liberté de commencer à envisager ce qui va pouvoir se passer après. Donc, je n'ai pas d'outils, si ce n'est de vous rassurer sur le fait que tout ce qui est désagréable en ce moment et tous vos doutes ont une fonction et ont une fonction absolument essentielle pour vous permettre de vous en libérer et de trouver la suite. Parce que sinon, quand on est dans une position de semi-confort, on n'est pas heureux mais c'est confortable, on a beaucoup de difficultés à la lâcher parce qu'on a toujours peur que ce que l'on vise ne puisse pas nous apporter ce confort-là. Donc, on a besoin que ça se dégrade encore pour pouvoir se dire, mettre son pied par terre en disant, là, stop, c'est fini. Et à ce moment-là seulement, la réinvention commence. Mais je vous promets que cette phase de réinvention et que l'objectif final sera formidable. Simplement, je comprends et je sais, je l'ai vécu, que pour l'instant, c'est pas un peu difficile à imaginer. Pourtant, c'est comme ça que ça va se passer. Oui. Une autre question de Béatrice, que je salue au passage. Béatrice donc, nous dit: «J'ai l'impression que la vie a été mise en pause et qu'au final, tout va reprendre comme avant au niveau professionnel. Au niveau personnel, on s'est parfois découvert des envies de donner son temps. La vie pro n'a pas prévu toute cette remise en question. J'ai vraiment peur que chacun va revenir avec ses travers et qu'à ce jour, ce n'est pas du positif. Je ne sais pas comment me positionner par rapport à cela.» Alors, ce qui est intéressant dans la vision de ce monde-là, c'est que vous imaginez les travers des gens, mais est-ce que vous imaginez leur fantastique qualité? Est-ce que tout le monde ne va pas revenir aussi avec non seulement ses qualités, mais ses envies, mais ses appétits? Vous savez, on a tous été privés, très privés là. Nous sommes dans une frugalité totale. Et en effet, la question qui se pose, c'est quand les portes vont se rouvrir, est-ce qu'on va se jeter sur le gâteau de la vie ou est-ce que nous allons continuer avec modération? Mais je suis aussi, si je regarde les choses avec cet angle de la psychologie positive, qui est de se dire, mais après tout, dans une situation compliquée, que peut-on extraire de bon? C'est que les gens vont aussi revenir avec le meilleur d'eux-mêmes. Tout le monde parle de sens, d'envie, de quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus juste. Et j'ai plutôt confiance dans le fait que nous allons revenir avec ça. Nous allons revenir avec le plaisir de retrouver les gens avec lesquels nous vivions, parce que nous en sommes privés finalement. Les gens avec lesquels nous travaillons, ce sont nos compagnons de vie.
même si nous ne les avons pas choisis, dans la réalité, ils sont là quand même. Et il y a quand même des avantages à vivre ensemble. Donc, ça aussi, ça va revenir. Donc, peut-être essayer de vous poser la question en vous disant quels seront finalement, quel est le meilleur de chacun qui va pouvoir ressortir, y compris le vôtre. Quelle est la partie de vous que vous n'avez pas envie de laisser tomber à la fin du confinement, que vous avez rencontrée pendant le confinement et à laquelle vous avez envie de donner plus de vie quand vous allez pouvoir ressortir. C'est celle-là qui va vous protéger. Très bien. Une autre question de Sylvie. Comment aider un proche à être positif quand sa négativité est liée à un manque de confiance en soi, sur ses capacités et son adaptabilité? C'est une question très épineuse car, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne change personne. Et la seule chose que l'on peut faire, c'est de, alors j'appelle ça montrer l'exemple, c'est-à-dire que si vous avez la chance d'avoir accès justement à des choses positives, à un regard plutôt constructif sur les choses, c'est de l'appliquer, de l'appliquer, de l'appliquer, de l'appliquer, en espérant que ça déteigne. Et si c'est quelqu'un qui souffre de cette condition, l'aider, l'orienter à se faire aider. Et puis le troisième point, c'est qu'il y a des gens qui adorent être comme ça. Et en fait, leur nourriture, c'est plutôt le malheur, la difficulté, la négativité. Et nous, ça nous tape sur le système parce qu'il y a quelque chose de contagieux. Mais pour eux, c'est extrêmement important. Je cite souvent, j'ai une tante absolument formidable qui a 87 ans aujourd'hui et qui ne se nourrit mais que des atrocités du monde. C'est-à-dire que c'est ça son carburant. C'en est presque amusant quand on commence à la regarder comme ça, parce que ça fait partie des choses. S'il y a une catastrophe, s'il a pu arriver quelque chose de terrible à quelqu'un, ça anime son intérieur. Elle est câblée comme ça. Je vous l'ai dit, il y a une partie quand même un peu génétique de la manière dont nous percevons les choses. Donc parfois, il faut se dire qu'on n'est pas responsable, enfin nous ne sommes pas responsables de ce qu'éprouvent les autres et peut-être juste on l'accepte un peu plus, sauf si ça nous tape sur le haricot, Oui. mais on a toujours l'opportunité de modifier nos relations avec les gens aussi. On n'est pas coincé. Et dans ce contexte-là, effectivement, lorsqu'on est confiné avec des personnes très négatives, comment se protéger au final Il faut de... aller faire un tour. Il faut aller faire un tour ou il faut écrire justement, se défouler autrement. Il faut se défouler. Parce que ça, on sera content. Alors voilà, un bénéfice à la fin du confinement, c'est que nous serons libérés de cette présence, de ce trop de présent. Mais tout n'est pas bien dans ce confinement. Soyons clairs quand même. Oui. Alors, une autre question sur les objectifs sur le long terme. Séverine nous dit: «Je n'arrive jamais à tenir mes objectifs sur le long terme, bien que cela me tienne à cœur. Comment faire pour tenir?» Se fixer des objectifs à court terme. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à progresser. Et si vous fixez un objectif qui est vraiment à long terme et impossible, alors j'aimerais bien un exemple en fait, peut-être qu'est-ce que c'est un objectif à long terme. Euh, Lorsqu'on n'a aucune persévérance, c'est mon cas. C'est vraiment une qualité que je ne possède pas, c'est-à-dire que faire quelque chose, l'idée de faire la même chose de manière répétitive jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit terminé, mais juste, c'est impossible pour moi d'accéder à ça. Donc, j'ai d'autres fonctionnements. Je me fixe des objectifs qui sont beaucoup plus courts, mais ça peut être dans l'heure. De qu'est-ce que je vais faire dans l'heure, qu'est-ce que je vais faire dans la demi-heure. Je fais une liste qui doit être faite à très court terme et ça me donne confiance dans le fait qu'après, je peux aller un petit peu plus loin. Et alors, j'ai presque envie de vous poser une question. Si ça vous est inaccessible, avez-vous vraiment besoin de vous fixer des objectifs à long terme? Vous avez déjà fonctionné comme ça jusqu'à présent, c'est toute cette histoire de super pouvoir. Chacun et chacune d'entre nous s'y prend à sa façon. Et je suis donc moi-même totalement incapable de me fixer des objectifs à long terme et pourtant, je soulève des montagnes en permanence parce que c'est l'activité du moment qui va me permettre d'éprouver des satisfactions plutôt que de me fixer quelque chose de très lointain que, en gros, je n'y arriverai pas. Donc, je me concentre sur ce qui m'est accessible. Et c'est beaucoup plus performant, en fait. Mmh. Et est-ce que tu appliques toi-même ou tu utilises les techniques de visualisation, en fait, justement, dans cette technique d'appliquer des objectifs, de pouvoir appliquer des objectifs à long terme? Se visualiser?
l'affirmer, l'ancrer en soi? Est-ce que c'est quelque chose que tu Alors, conseilles ou pas? je le conseille si ça peut avoir un impact sur vous. Je vais vous dire, la seule visualisation que je fais est un exercice annuel que je fais au moment de mon anniversaire. Je prends tout un tas de magazines et alors je me débrouille comme j'anime des ateliers, des formations, etc. En général, je me débrouille pour que ça tombe à peu près à un moment où je vais animer un groupe et donc j'en profite, je le fais avec le groupe et c'est absolument génial. Vous prenez tout un tas de magazines, on découpe toutes les images qui nous plaisent et là, on se dit, bon, je m'imagine dans un an. Voilà, juste, je m'imagine dans un an. Je n'ai même pas besoin de savoir ce que je vais imaginer. Je me dis, voilà, maintenant, bon, dans un an. Et là, je regarde tout ce que j'ai découpé et je vais assembler un collage qui me plaît visuellement. C'est tout. Je pose les photos que je trouve jolies, les unes à côté des autres, etc. Et ensuite, je prends mon collage, et ça, c'est un exercice donc, qui se fait en groupe, c'est assez génial. On peut le faire avec une copine, on peut le faire avec son conjoint. Et vous allez voir votre conjoint, votre collègue ou les gens qui sont en formation avec vous. Et là, on vous demande, bon, alors vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe dans un an? Et on va lire ces photos. En fait, en les lisant, on va raconter une histoire où on comprend ce que l'on attend de soi-même dans un an. Donc, c'est fantastique parce que c'est presque une projection un peu imposée et qui est ludique et qui est graphique. Je garde ce collage et là, je prends une photo parce que c'est assez compliqué à transporter. Donc, vous en prenez une photo et un an plus tard, vous regardez ce qu'il y avait dessus. Tout a été fait. C'est absolument fascinant. C'est-à-dire que j'ai pu mettre des choses, il m'est arrivé de… Alors, pourquoi? Comment ça marche? Quand on a décrit quelque chose, et donc pour les gens qui sont visuels comme je le suis, quand on a une image sous les yeux, notre cerveau va à partir de là prendre les micro-décisions qui vont nous entraîner vers cet objectif-là. Et une chose qui s'est produite, c'est que j'avais découpé dans un magazine de décoration un bureau, c'était enfin une pièce comme ça d'habitation qui était un lieu de bureau. Et je me suis rendu compte un an plus tard que non seulement j'avais trouvé un bureau dont j'avais besoin, mais qu'il avait en fait exactement cette tête-là. Donc, c'est à ce point-là, c'est que nous allons diriger nos décisions sans le savoir, c'est inconscient, vers ça. Donc, c'est une façon de se projeter. Très bien, merci. Peut-être deux dernières questions avant voilà, de terminer. Alors, une question concernant les transitions professionnelles. Hein. En situation de transition professionnelle, comment garder le cap du positivisme pendant cette crise sanitaire? Une fois de plus, accepter les variations. Accepter les variations. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Et vous savez, en fait, nous sommes tous l'avantage des gens qui sont déjà en transition professionnelle, si je puis dire, c'est qu'ils ont un pas d'avance sur ceux qui vont se retrouver en transition professionnelle à la sortie de cette crise, parce qu'il va y en avoir pas mal. Donc, vous êtes déjà en route. J'ai vécu des transitions professionnelles. C'est ce qui m'a guidée vers la psychologie positive et c'est ce qui vraiment, c'était une énorme transition, une redéfinition complète de ce que je faisais, de qui j'étais, de comment je me sentais. Et donc, je connais particulièrement bien ces variations. Ne vous inquiétez pas plus qu'avant. C'est comme si vous aviez un mois de répit avant de devoir vous reposer les bonnes questions. Et le processus est en route. Vous êtes déjà lancé. C'est le tunnel que je décrivais. On est obligé de ramper dans le noir. On est obligé de ramper dans le noir. Mais il y a une sortie. C'est juste, là aussi, ne pas vous accabler quand c'est difficile. Il est normal que ce soit difficile. C'est complètement normal. Ça serait anormal que ça ne le soit pas. Très bien. Alors, une dernière question, Florence, une question plus personnelle. Je vois que tu as une très belle énergie, malgré tout, une énergie positive, tu rayonnes. Est-ce que tu as une routine au quotidien que tu pourrais partager avec nous pour garder cette belle énergie positive? J'ai des routines complètement intimes. Je ne sais pas si… je ne sais pas si ça vous regarde vraiment. Euh, quels sont mes Que tu piliers? pourrais Je pense partager. Voilà. que je peux partager. Je vais vous faire un aveu. Je suis quelqu'un de très trouillard.
Et les trouillards sont pessimistes. Et parce qu'on est toujours persuadé que ça va mal se terminer. Je vous donne un exemple très simple. Dès que le moindre de mes enfants avait un tout petit peu de fièvre, j'étais persuadée qu'il allait décéder dans la journée. Donc, c'est assez profond chez moi. Et alors, ça n'est pas une routine, mais c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Quand je m'entends dire des choses pareilles, quand je m'entends faire preuve de pessimisme, je me prends la main dans le sac. Et là, c'est là où, au début de cette conversation, Rezlane, tu parlais d'un optimisme réaliste. C'est là où je me reprends et je me dis, bon, écoute, s'il te plaît, fais un effort et je retourne la situation et la manière dont je la vois. Et puis, la deuxième chose qui est essentielle à ma vie et mon énergie, c'est de rire. Et donc, j'ai constitué dans ma vie une brigade du rire. Et ça, vraiment, je vous le et je vous la conseille. On peut faire appel à sa brigade du rire même quand on est déconfiné. On a besoin d'avoir des copains, des copines. Alors, j'ai l'avantage d'avoir épousé un monsieur très drôle. Et donc, souvent, il me fait rire et c'est ça qui me permet de redémarrer. Mais je sais exactement qui appeler pour raconter des bêtises absolues qui vont nous faire ricaner et qui font que c'est reparti, parce que ça, c'est franchement un des trucs les plus puissants pour nous remettre dans le droit chemin, se marrer plus, et ça s'organise. Très bien. Merci beaucoup, beaucoup, Florence, de cet échange. Je rappelle que tes livres sont en vente un petit peu partout. Nous pouvons les trouver facilement, sans oublier le prochain. J'en profite. Ça, c'est le Voilà. prochain. Il était confiné. Enfin, il sort le 27 mai. Donc, c'est un plaisir absolu. Donc, il s'appelle Bloom. Écrire pour s'épanouir et kiffer. J'ai visité toutes les techniques d'écriture qui nous permettent de nous soigner, de nous relier, de nous comprendre, de nous éclater et d'être créatifs. Bon, mais écoute, merci beaucoup. On a hâte de le découvrir. Merci également à vous de votre fidélité. Nous étions plus de 200 aujourd'hui sur ce live avec Florence. Merci de ces échanges au quotidien. Prenez soin de vous et à très bientôt. Alors, jeudi prochain, n'oubliez pas, nous continuons notre cycle de conférences, cette fois-ci avec Bruno Marion, dit le moine futuriste, prospectiviste, conférencier et auteur de Chaos mode d'emploi, sur le thème de être et rester résilient. Comment prospérer en période d'incertitude. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup, Florence. Merci. Attends, j'ai un dernier mot. Oui, N'oubliez pas, vous êtes super. C'est tout. Merci Rezlan. merci. À très vite. À très vite.